Bonsoir à tous et bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Même Passion pour ce nouveau live en présence donc de Sébastien Théveny. Sébastien, bonsoir. Salut Florian. Voilà, donc merci à toi et à Redactive donc d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager donc ton univers livreste. Voilà, donc encore une fois, merci. Tu connais Merci de le me recevoir. principe, tu connais le principe de l'émission. Toutes Ouais. les personnes qui sont là, hein, je vois que David Morel est là, Florence, Claude, Marie-Claire, Frédéric Ricard, qui devient un habitué. Merci à vous tous d'être là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Sébastien. Hein. Je rappelle que tous les soirs, lorsqu'un auteur vient présenter ses romans, il y a un exemplaire broché à gagner. Donc, ce soir, tu vas avoir l'occasion donc de nous présenter donc Trouble Jeu chez Redactive, ainsi que Le voisin d'en face. Ouais. Voilà, donc on va avoir l'occasion donc de parler de tout ça. Mais avant toute chose, avant les premières questions, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui est Sébastien Théveny? Ah là là, ça peut faire l'objet d'un roman, hein, déjà. Qui suis-je? Combien de chapitres? Tout ça. Non, ben voilà, Sébastien Théveny, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà commis 10 romans. Le 11e vient de se terminer, il sortira en mars. J'ai 45 ans, et ça, j'espère que ça va durer longtemps. Et puis, que dire, bah, j'écris essentiellement des suspens, on va dire. Même si mon tout premier roman, oui, si, c'était un suspense, on va dire Trouble Jeu, un suspense familial, voilà, qui est donc le premier que j'avais sorti en 2016. Et en partie, on aura l'occasion d'en parler, je pense, mais en partie grâce à Maïlis de chez Redactive, qui n'était pas Redactive à l'époque encore. Voilà, bah écoute, merci à toi pour cette présentation. Et puisque tu parles de Maïlis, je rappelle hein, qu'on est sur le mois spécial Redactive, ou du 5 au 26 février. Donc 26 février, et je vois qu'elle vient d'arriver, Maïlis, donc la directrice de production, donc viendra nous parler de cette maison d'édition, nous représenter les auteurs. Donc encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Beaucoup de personnes sont là déjà. Donc Maïlis est là, Thalie, Joël, Jacques Laurent qui nous dit « Tout le monde va bien, je vais partir voir mes détenus, mais je viens faire un gros bisou à Sébastien. » Et une question, Sébastien, tu as débuté un nouveau bébé? Alors là, j'en ai terminé un, comme je disais. J'ai mis le mot fin il y a 10 jours, grand maximum. Et j'ai d'autres bébés ouais, qui attendent. Mais curieusement, si, en fait, j'allais dire, j'ai rien de démarré. Si, j'en ai deux qui sont entamés, peut-être même un troisième. J'écris souvent des prologues. J'aime bien écrire des prologues. J'adore ça. S'il y a un auteur ici qui a besoin que je lui écrive un prologue, je peux le faire. Comme il y en a qui ont des ghostwriters pour tous leurs bouquins, moi je peux faire ghostwriter de prologue. J'adore ça. Donc j'en ai démarré certains. Mais surtout, là, j'en ai un qui est quand même pas mal entamé. C'est une comédie policière. Donc voilà, qui va changer de ce que j'ai fait auparavant, mais voilà, qui un jour sortira peut-être. Et très certainement sous pseudonyme pour arrêter de perdre un peu d'égarer mes lecteurs sur différents genres. Et justement, il y a une première question qui demande « Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'écriture ?» Alors, ça c'est la question qui revient souvent et à laquelle j'ai répondu il n'y a pas longtemps aussi au collège où étudie mon fils, puisque je me suis rendu en classe pour leur parler un petit peu de littérature, pour les aider aussi sur un concours qu'ils faisaient avec la Grande Librairie, un concours de lecture à voix haute. Enfin bref, donc c'est la première question qu'on me pose. Et ce que je leur dis, tout d'abord, c'est ce qui donne envie d'écrire, c'est d'abord l'envie de lire. Voilà, j'ai toujours lu énormément, ça je trouve des choses, des bouquins que je lisais étant ado, et je me dis que finalement écrire, enfin j'écris des choses que j'aimerais lire moi-même. Voilà. Et donc cette envie, elle est venue très tôt. Je racontais souvent que j'ai écrit mes premières histoires, des très courtes nouvelles qui faisaient 2 pages, sur l'été de mes 12 ans, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et puis curieusement, tu vois, les hasards du calendrier, ce week-end, donc j'ai trié des affaires chez ma grand-mère, et je suis tombé sur mon tout premier roman, même illustré le truc, j'avais découpé des choses et collé dedans.
Ça s'appelait Monsieur Dancreuse. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et finalement, je devais avoir 10 ans, quoi, à peine 10 ans. Donc, voilà, c'est cette envie de raconter des histoires. J'adorais aussi écrire le samedi matin la composition, on appelait ça comme ça en français, la rédac. Voilà, ça, je kiffais cet exercice-là quand les autres copains de la classe, eux, détestaient cet exercice de rédaction. Voilà, moi j'adorais ça, donc j'ai toujours, c'est comme ça, toujours lu et beaucoup écrit. Et par contre, l'écriture vraiment des romans, ça a commencé en 2000, entre 2008 et 2010 avec Trouble Jeu, donc justement. Et ce roman-là, il m'est venu parce que c'était à une époque où avec mon épouse, on souhaitait avoir un enfant. Et puis, bon, ça tardait un petit peu. Et l'auteur derrière a extrapolé un petit peu. Et je me suis mis à écrire ce bouquin-là autour d'une thématique qui est assez peu courante dans la littérature, mais assez fréquente dans les magazines de la santé, c'est la PMA, la procréation médicalement assistée. Et donc, voilà, c'est ce moment-là de ma vie personnelle qui m'a fait donner l'envie de me lancer dans cette histoire-là. Voilà, et ça a donné un roman, un tout petit. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On a pu voir passer à la couverture chez Redactive donc de Trouble Jeu, Affaires classées, hein, que j'ai eu l'occasion de lire et qui est un très bon roman. C'était mon premier d'ailleurs que j'ai lu de toi. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah oui, oui, exact. Voilà, donc en tout cas, merci à toi. Il y a Joël qui nous dit une comédie style Sant'Antonio. Est-ce que c'est ça le futur projet que tu as? Ouais, un petit peu dans cette veine-là, parce que j'adore effectivement San Antonio, j'adore les Frédéric Dard aussi en général, mais donc j'ai, je vais avoir un personnage assez truculent comme ça, un peu à la Bérurier, donc voilà, qui s'appellera Eustache le Branchu. Donc il trouve qu'il a un prénom un peu bizarre, hein, Eustache, mais il dit bon, ses parents ont craqué certainement, je sais pas pourquoi. Et il rajoute que Eustache, en fait, pour s'en souvenir, c'est un peu comme la trompe d'Eustache, sauf que lui, la trompe, il l'a pas dans l'oreille, quoi. Voilà, c'est D'accord, ok, merci beaucoup. situer C'est un une peu. question intéressante. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, pour situer un peu le genre de comédie. D'accord. Il y a une question intéressante de Jacques Laurent. Tu disais tout à l'heure que tu écrirais peut-être tes prochains romans sous pseudo. Pourquoi un pseudo? Un auteur, c'est des idées, peu importe le genre. King fait bien de tout. Oui, 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 non, mais c'est vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, parmi mes 11 romans, effectivement, il y a de tout. Il y a du thriller, il y a du suspense. Euh, j'ai aussi fait une romance à suspense que j'ai fait sous mon nom. J'ai fait 8 minutes de soleil en plus, qui est une sorte de feel-good de littérature blanche. J'ai fait un roman à quatre mains avec Émilie Billon, La vie est un voyage inattendu, qui est aussi de la littérature blanche. Donc, effectivement, j'ai déjà écrit sous mon nom des choses très différentes. Et ça ne me gêne pas d'écrire des choses très différentes parce que j'aime ça. Je ne me dis pas, tiens, je dois faire du thriller à tout prix, je dois faire du suspense. Euh, le but, c'est d'écrire effectivement ce qui fait plaisir. Mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force, on risque vraiment d'égarer le lecteur. Et puis, le pseudonyme que je veux prendre, c'est aussi un hommage à ma famille maternelle, quoi, à ma famille espagnole. Donc voilà, autant quand j'ai publié mon premier roman, Trouble Jeu, je me suis posé la question de me dire est-ce que je garde mon vrai nom ou est-ce que je prends un pseudonyme avec les inconvénients et les avantages de l'un et l'autre. Et déjà à l'époque, en fait, quand j'ai sorti ce roman, c'était en hommage à mon père et donc je voulais conserver notre nom pour que voilà, ça puisse être sur un bouquin, voilà, notre vrai nom, et donc le pseudonyme, ce sera le vrai nom de ma famille maternelle. D'accord, merci beaucoup. Beaucoup de commentaires qui disent que les gens sont fans justement de policiers, donc dans l'impatience de découvrir donc ton prochain roman. Mhm. Et une question de Tali, donc Tali bonsoir, qui nous dit combien de pages faisait ce tout premier roman que tu as retrouvé? Combien de pages il faisait? Alors, c'est amusant parce que je l'ai fait en deux fois. Euh, je pense que s'il avait été imprimé, euh, le premier roman aurait fait dans les 150 pages, quoi. Sauf que en-
je l'avais laissé dans un tiroir. Je l'avais présenté à des éditeurs il y a très très longtemps, donc en 2011. Et ça n'avait pas marché. Et en 2015, je me suis mis à animer un atelier d'écriture. Et là, je l'ai retravaillé. J'ai redécoupé le roman, j'ai tapé au ciseau dans le manuscrit, j'ai rajouté des scènes, j'ai rajouté des personnages, de la psychologie, et en gros, il a doublé, quoi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un roman qui tourne à 300 pages, quoi. 250-300 pages. D'accord. Kouira qui est là, qui nous dit, c'est le premier roman. Donc, on rappelle effectivement que Trouble Jeu a été donc ton premier roman, qui est aujourd'hui donc d'actualité puisqu'il est réédité chez Redactive. Mais justement, on a vu passer le visuel tout à l'heure, où on voit que tu as ici écrit Un frère de trop, 30 secondes avant de mourir, Rumeur. Est-ce que tu peux rapidement, en quelques mots, nous représenter un petit peu ton univers livresque? Oui. En fait, ce qu'il faut déjà aussi souligner pour bien comprendre le bonhomme, c'est que je suis un auteur hybride aujourd'hui, donc essentiellement auto-édité, mais aussi donc au catalogue de plusieurs maisons d'édition et notamment Redactive tout récemment. Et en fait, mon univers donc tourne essentiellement autour du suspense. J'englobe suspense pour ne pas dire que je fais que du polar ou que du thriller, ce qui est d'ailleurs pas vrai, même si là on peut voir sur l'image que j'ai eu le prix 2021 polar 100% polar pour Rumeur. Voilà, moi j'aime bien dire que c'est du suspense à base de secrets de famille. Ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et je trouve qu'on peut tellement écrire de choses sur la famille, sur les secrets enfouis, les non-dits du passé. Voilà, c'est ça qui m'inspire beaucoup. Et c'est ce qui me fait avancer. Voilà, donc effectivement, Un frère de trop, ça a été mon best-seller en auto-édition en 2018 et qui a lancé en fait tout, tout ce qu'il y a derrière et ce qui m'a permis aujourd'hui d'être l'auteur que je suis au bout de 4 ans. Quoi. Parce que ça a été un roman, on le rappelle, qui a été réédité chez Michel Lafon Ouais, également. exact. Réédité chez Michel Lafon, pas forcément avec un succès qui allait avec le succès qu'il a connu en auto-édition, malheureusement. Donc j'ai d'ailleurs aujourd'hui récupéré mes droits, il est à nouveau auto-édité. Mais c'est vrai qu'il avait intéressé à cette époque-là. J'ai eu des contacts avec Albin Michel d'abord, et puis ensuite Michel Lafon. Voilà, j'avais signé avec Michel Lafon quand les éditeurs ont vu qu'il fonctionnait super bien sur Amazon. Euh, Ils sont venus me chercher. Donc voilà. D'accord. Eh bien, écoute, merci à toi. Joël qui nous dit, tu es un auteur de plus de polar. Pourquoi? Même si tu as partiellement répondu tout à l'heure, mais Non, je suis pas je fais pas du polar. En fait, je fais pas du polar dans le sens où la plupart de mes romans, enfin mes enquêtes ne sont pas menées par des flics, parce que par définition, polar c'est du policier, donc c'est une enquête avec des policiers. Moi, souvent, mes enquêteurs sont plutôt des privés. Ça peut être des journalistes, ça peut être un écrivain, comme dans Rumeur. Voilà, j'aime être un peu au plus proche de la réalité des personnes lambda. Et c'est pour ça que je préfère dire du suspense. Et ce que j'aime là-dedans, dans le suspense, c'est pouvoir balader le lecteur. Voilà, en fait, mes bouquins, c'est des bouquins à tiroir, des énigmes à tiroir, dans lesquels je joue toujours je joue toujours avec le lecteur, quoi. en tout cas, on le répète, hein, que tu es un auteur à découvrir. Et justement, il y a Jessica qui nous dit, cette maison d'édition cible essentiellement les policiers ou les thrillers. Donc, j'imagine que vous parlez de la maison donc, Redactive qui est présentée donc, sur l'ensemble du mois de février et qui, je le rappelle, hein, Maëlys Père, la directrice de production, sera avec nous le 26 février à 18h, il me semble. Jessica nous dit, je suis aussi en auto-édition pour mon premier livre qui vient de sortir le 1er février. Félicitations à vous. N'hésitez pas à contacter si vous souhaitez Maëlys. Et elle nous dit également, Secret de famille fait également partie de mon livre, c'est du passionnant. Voilà, parce qu'effectivement, toi, tu as beaucoup de secrets de famille, tu le disais dans tes romans. Ouais. Sophie des Temples, bonsoir, qui nous dit coucou, ça fait plaisir, bonjour à vous deux. Et Maëlys qui nous dit, tu te sens influencé par Joël Dickers ou pas? Entre autres, oui, entre autres. Il faut savoir que lorsque j'ai écrit Un frère de trop,
Non, en fait, pour commencer, quand j'ai repris Trouble Jeu, ma femme m'a dit, tu devrais lire Joël Dicker pour la construction narrative qu'il fait, notamment dans l'affaire Harry Kéber. Donc j'ai lu, j'ai vraiment adoré cette façon de mettre cette façon de scénariser son histoire. Et c'est vrai que c'est assez inspirant. Et lorsque je me suis mis à écrire Un frère de trop, j'ai relu pour la deuxième fois l'affaire Harry Kéber. C'est le seul livre de ma vie que j'ai lu deux fois. Mais celle-là, la deuxième fois, c'était vraiment pour bien étudier la construction de l'œuvre. Et voilà, c'est vrai que Dicker m'a bien inspiré. Je suis aussi pas mal inspiré par Michel Bussy, par exemple. Lui aussi, il travaille pas mal sur les secrets de famille. Oui. Ouais. D'accord. Une question très intéressante de Guira qui nous dit: Je suis toujours curieuse de savoir comment vient l'idée d'écrire sur tel ou tel thème. Par exemple, toi, comment t'es venue l'idée? Parce qu'on le rappelle, hein, tu as écrit de la poésie, tu as écrit des nouvelles, Ah oui. tu as écrit sur la PMA, enfin, secret de Ouais. famille, on le dit encore une fois. Comment justement te viennent ces idées? Ouais, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais fait aussi, j'ai aussi de la poésie Oui, à côté des nouvelles. Euh, comment vient l'idée? En fait, l'idée, elle vient de plein de choses. Elle vient de la vie quotidienne, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je lis. Il m'arrive de lire des magazines et puis là, je découpe un article parce que ça m'a fait tilt. Il y a un petit truc qui fait tilt. Et puis, ce petit tilt, bah, d'un seul coup, il se met à tourner. Et des fois, c'est la jonction, l'addition de trois, quatre petits tilts pris à droite à gauche qui combinent une histoire, quoi. Euh, là, et puis, ce qui est amusant, c'est que parfois, on peut se dire, ah, je vais plus avoir d'idées. Mais on en a toujours des idées. Et il m'en arrive toujours une, mais une bonne, au moment où je suis en train d'écrire un roman. Dans la phase d'écriture d'un roman, d'un seul coup, paf, il y a autre chose, il y a le suivant qui arrive. Sur une petite idée qui, des fois, naît du précédent, ou alors d'un bouquin que j'ai lu pendant cette période-là, quoi. Mm. Et combien de temps ça te prend en général pour écrire un roman? Alors, aujourd'hui, je compte, j'arrondis à 6 mois. C'est-à-dire que je, bon voilà, je compte, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir écrire à temps plein, ce qui fait que je prévois à peu près 2 suspens par an, et puis éventuellement, je me laisse un petit temps pour écrire autre chose à côté. Ça peut être une romance, ça peut être un petit livre de littérature blanche, un feel good, voilà, ce qui vient à ce moment-là. Mais du coup, je mets entre le moment de la recherche, le travail de documentation, etc. Ça me prend du temps parce que souvent j'aime bien situer mes histoires autour de faits réels, autour de l'histoire, comme c'est le cas dernièrement dans Meurtre au Champagne, par exemple, où je reviens sur la Seconde Guerre mondiale, avec des faits réels et des personnages réels. Donc je m'inspire beaucoup de choses. Euh, donc ça prend du temps. Ensuite, il y a la création des personnages, les, l'ébauche du scénario, le chapitrage, etc., etc. Et une fois que l'écriture commence, là, je compte à peu près, je me fixe 2000 mots par jour d'écriture. Voilà, je me suis fixé plutôt ce barème-là. Ce qui fait qu'un roman comme Rumeur, comme Un frère de trop, on va dire, c'est du 100 000 pages, 100 000 mots, pardon. Donc, donc 100 000 mots divisé par 2000, ça fait à peu près 50 jours d'écriture pleine, quoi. Voilà. Eh Et oui. ensuite, il y a la relecture, il y a la correction, il y a ceci et cela. Donc, ça, bah, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. J'ai vu la question passer aussi concernant tes rituels. Est-ce que tu as des rituels d'écriture? Est-ce que tu écris en mangeant? Est-ce que tu écris en écoutant de la musique? Non, Quels sont j'écris les jamais, rituels? jamais j'écoute de la musique en écrivant, contrairement à d'autres auteurs, parce que en fait, ça me perturbe. Par contre, je peux très bien regarder du sport à la télé en muet, parce que ça, à la limite, ça me sort l'esprit. Alors, je peux regarder du tennis, du basket US, voilà, ça me dérange pas. Et puis sinon, bah, c'est assez. J'ai un rituel, on va dire, au moment de l'écriture. Bah, c'est une fois que les gosses sont partis à l'école, je me mets à mon bureau. Et puis, enfin, j'ai un peu des horaires de bureau, quoi. Quand j'ai fait mes 2000 mots, bah, je suis content. Parfois, ça va vite. Je peux le faire dans la matinée. Parfois, à la fin de la journée, j'ai que 1000 mots. Bon, bah, ça s'améliorera sur le lendemain. Voilà. D'accord. Mais j'ai pas de rituel particulier. Puis je peux écrire un peu n'importe où. Ça peut être dans mon bureau, ça peut être dans le salon, sur le canapé, ça peut être dans la cuisine. Voilà.
D'accord. Il y a Sophie des Temples qui nous dit, moi j'ai super adoré Le voisin d'en face, terrifiant et passionnant. Donc Le voisin d'en face, hein, qu'on le rappelle, est ton dernier roman chez Redactive. Moi, ce que je peux vous proposer, chers amis, c'est de regarder donc la bande-annonce de ce roman, Le voisin d'en face, et ensuite je t'inviterai, Sébastien, à nous le présenter et à nous dire un petit peu comment t'es venue l'idée d'écrire celui-ci. Ok. Donc, la bande-annonce de Du voisin d'en face chez Redactive. Paris, Lyon, Alicante. Une série de crimes méthodiques au modus operandi similaire. Un suspect, bien sous tout rapport, au passé lourd d'une blessure jamais refermée. Louise, derrière la fenêtre de son appartement de Montmartre, ou la vitrine de la librairie où elle travaille, s'éprend d'un inconnu au charme fou. Bientôt, des coïncidences troublantes et des mensonges l'incitent à voir en lui le coupable des meurtres mentionnés dans la presse. Louise regrettera-t-elle d'avoir espionné son voisin d'en face ? Le voisin d'en face, de Sébastien Théveny, disponible chez tous les libraires membres des réseaux Electre et d'Illicom, aux éditions Redactive. Le voisin d'en face, voilà donc le dernier roman donc de Sébastien Théveny aux éditions Redactive. Donc voilà, donc Sophie qui nous a dit qu'il était terrifiant et passionnant, justement, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je suis content d'abord que Sophie ait adoré et ait été terrifiée, parce que c'est un peu le... Enfin, j'ai pas envie de terrifier les gens, moi, j'ai surtout envie de les faire réfléchir, de les faire se poser des questions au fur et à mesure de leur lecture. Et ce roman, bah, il m'est venu, on parlait tout à l'heure des choses vues, lues, entendues. L'idée de base de ce roman, j'étais en train de conduire à l'époque pour le boulot, je partais dans le nord de la France. Je roulais, puis j'ai entendu une émission, je crois, qui parlait d'une certaine thématique que je n'évoquerai pas ici parce que ce serait révéler un petit peu des choses. Mais en tout cas, cette thématique a fait ce tilt. Et là, je me suis dit, ah, il y a un roman à faire là-dessus, quoi. Et donc, ça a donné ce roman-là, qui est un beau petit pavé, hein. Là, dans la version rédactive en poche, c'est 600 pages de poche, Oui. un beau petit bébé. Et c'est vrai j'aime beaucoup celui-ci, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire. Il s'est écrit assez facilement. Alors, il y a des romans qu'on a du mal à pondre, et il y en a d'autres qui s'écrivent facilement mais qui sont pas terribles. Et puis, bah, celui-là, il s'est écrit facilement, et je trouve que bah, il est plutôt bien réussi. Je suis assez content de moi, parce que ça va mêler, on va mêler le suspense, le thriller. Là, on a des flics, on a Interpol aussi, voilà. Et aussi une petite part de romance, en fait. Quelque part, c'est l'histoire de cette Louise, une jeune libraire qui est très timide, qui voilà, n'ose pas aborder trop les gens, puis qui tombe amoureuse en fait de son voisin d'en face, qu'elle espionne à travers sa fenêtre de toit. Et puis voilà, quelque chose se noue entre eux, et très rapidement, dans le même temps, je dirais, il y a des crimes qui sont commis à Paris, à Lyon, en Espagne. Et curieusement, cette Louise, elle va à un moment donné se poser des questions, se dire, il y a des coïncidences très bizarres, c'est qu'à chaque fois que mon bonhomme, là, mon voisin d'en face, disparaît de Paris, bah, c'est là où il y a les crimes qui se produisent. Donc elle va se demander si cet homme-là ne serait pas l'auteur des drames. Et donc, est-ce qu'elle va se mettre aussi en danger, elle également, voilà. Est-ce qu'elle n'est pas trop curieuse? Voilà. Donc, bah, écoute, pour découvrir la vérité, donc il faut lire ce roman, hein, Le voisin d'en face, aux éditions Redactive. Et justement, il y a Joël qui nous demande, est-ce que tu arrives, bon, que ce soit pour ce roman-là ou pour l'ensemble de ton univers, est-ce que tu arrives facilement à écrire le mot fin? Et moi, je rajouterais, comment tu te sens justement quand tu écris le mot fin? Ouais, c'est vrai que j'ai entendu dire que certains avaient du mal à finir les bouquins. C'est pas toujours évident. Il y en a qui ont du mal à les commencer. Euh, Moi, quand j'écris, le plus dur, c'est un peu le ventre mou du roman. À un moment donné, on est dans ce qu'on appelle un ventre mou. Euh, on a bien démarré le truc, ça dépote, etc. Et puis parfois, on est un peu dans notre intrigue
surtout si elle est bien tordue, qu'il y a des twists, des retournements. Parfois, on se retrouve à écrire des chapitres qui sont difficiles à sortir. Moi, ça arrive à peu près au milieu du roman. Et à la fin, par contre, ça redéroule à nouveau bien dès l'instant où on va commencer à dénouer les choses. Donc le mot fin ne me fait pas peur, j'y arrive facilement, je suis même assez excité moi-même d'y arriver. Ce que je ressens à la fin, c'est d'abord une fatigue, une immense fatigue, un vide. D'un seul coup, je suis à plat. Le stress de l'écriture, pendant toute cette période où j'ai bûché pendant 50, 60 jours, et ben là, paf, ça retombe. Et puis après, on maîtrise plus trop grand-chose, quoi. On file le bébé au lecteur. Et puis il y a aussi cette crainte de plaire ou pas plaire. Voilà. Et justement, il y a Tali qui nous demande, y a-t-il une phase dans ton écriture que tu aimes le plus et que tu aimes le moins? Vaste question. Ce que j'aime le plus, c'est imaginer l'intrigue. C'est mettre en place la psychologie des personnages, c'est penser à tout ça en amont. J'aime, comme je le disais aussi, démarrer les romans, écrire des prologues, installer l'histoire. Et le plus dur, ça répond un peu à ça aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est ces chapitres qui parfois sont très difficiles à écrire. J'ai eu le cas avec Rumeur, par exemple. J'ai écrit la première moitié du bouquin dans l'ordre des chapitres que j'avais prévu, de mon chapitrage. Et puis, à un moment donné, je me trouvais un peu coincé, j'étais pas bien, il fallait que j'avance. Alors, dans le même temps, je crois que j'ai sauté sur un autre roman pour pas justement souffrir de la page blanche, comme on dit. Et puis, la deuxième partie, j'ai écrit les chapitres un peu dans le désordre, mais dans l'ordre dont j'avais envie, moi, de le faire. Parce que finalement, un roman, c'est une succession de scènes, on va dire. Donc, j'ai écrit les scènes que j'avais envie de sortir. Et puis après, j'ai tout remixé comme il fallait. J'ai tout remis dans l'ordre comme un puzzle, quoi. D'accord, merci beaucoup. Il y a Maëlys qui demande, est-ce que tu ne te sens pas trop seul dans ton bureau? Non, je suis bien. Moi, je suis un sauvage, je suis un ours. Donc, ça me va très bien. Marie Meillel qui est là. Parce que je suis avec mes personnages. Alors, justement, tiens, avec Marie Meillel qui est là, bonsoir, qui nous dit coucou collègue du Chapitron. Tes fiches personnages, justement, comment tu gères tes personnages? Est-ce que tu fais des fiches ou est-ce que tu te laisses… Et surtout, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent pour tes personnages? Oui. Coucou Marie du Chapitron, avec qui on a fait deux romans déjà à plusieurs mains. C'était amusant. C'était quoi la question déjà? Les fiches personnages. Ah oui, les fiches. Oui, je fais pour chaque roman une fiche personnage, donc en gros une feuille A4 avec des détails physiques, psychologiques. Je fais aussi donc j'écris là-dessus ce qui va se passer pour ce personnage durant le roman, durant l'histoire. Et puis après, je fais aussi des tableaux croisés sur Excel en fait. Avec mes différents personnages. Et en gros, je mets une entrée de chaque côté, et puis tel personnage sait telle chose sur tel autre, mais ignore ceci, cela. Qu'est-ce que c'est un tel sur un tel? Donc, parce que ça, c'est important. Et puis, je fais aussi comme j'ai souvent 2-3 périodes dans mes romans, hein, je saute souvent d'une période à une autre, je reviens dans le passé, etc. Donc, je note bien les dates des différentes scènes et l'âge qu'ont ces personnages à telle date. Parce que si tu parles d'un personnage qui en 2020 va à 60 ans, tu vas le décrire d'une certaine façon, tu vas lui faire parler d'une certaine façon, le faire penser d'une certaine manière. Par contre, si tu reviens sur son passé à l'âge où il avait 20 ans, tu te retrouves dans les années 80, et puis là, il parle plus pareil, il n'a plus la même psychologie, etc. Donc c'est important de bien se représenter les âges. Bien sûr. Sophie Destamples qui te remercie pour la bande-annonce, ça m'a remis dans l'ambiance trop cool, hein. Donc on le rappelle, la bande-annonce de ton roman Le voisin d'en face. Nicole qui nous dit, cela marque les esprits, cette lecture, attention qu'on te regarde par sa fenêtre. Maëlys qui nous dit, il est extrêmement bien structuré et construit. Voilà, donc Le voisin d'en face toujours. Et Tali qui nous dit, un gros pavé mais qui se dévore tellement que l'on ne voit pas les pages défiler. Voilà. C'est gentil.
D'ailleurs, tu vois, il y a le petit blurb sur la page de couverture que j'avais donc fait lire à Cyril Massarotto, qui est un auteur confirmé hein, quand même, et qui l'a trouvé vraiment formidable. Il en dit du bien, parce qu'il dit que c'est un page turner hautement addictif. Donc, Et oui. ça fait toujours plaisir de la part d'un auteur comme Cyril Massarotto, par exemple. Et bah, tu m'étonnes. En tout cas, félicitations à toi. Une nouvelle question Alors, de Clara qui sur nous la dit... caméra, moi, je pense que je bouge encore, mais moi, je me vois fixe. Hein. Oui, bon, tu te balades de droite à gauche, mais tout va bien. Très bien. Tu es encore dans le cadre, donc tout va bien. Ok, je bouge pas. Sébastien se base-t-il sur des faits réels ou imaginaires, nous demande Clara. Eh ben justement, je le disais un peu tout à l'heure, je me base souvent sur des faits réels. J'ai d'ailleurs un projet là dans les tiroirs d'une histoire qui est arrivée dans mon village même, hein, où il y a la tombe d'une néo-zélandaise qui est enterrée là et voilà, qui s'est fait descendre dans les bois en 1979, je crois. Donc ça j'ai envie d'écrire là-dessus parce qu'il y a tellement de mystères derrière cette histoire-là. Et puis sinon, oui, dans Meurtre au Champagne, on revient sur la Seconde Guerre mondiale. Dans Un frère de trop, alors c'est pas le sujet du livre, mais on parle des attentats de Nice, puisque ça se passe en juillet 2016, l'histoire. Donc voilà, c'était pas voulu, mais je pouvais pas ne pas situer mon histoire. Enfin, je pouvais pas ne pas en parler, quoi, forcément. Dans Le voisin d'en face aussi, hein, il y a des choses historiques. Voilà, toujours. Et pour Un crime parfait, par exemple, là, c'est pas forcément de l'historique, mais la question que je me suis posée au moment de l'écriture, c'est que donc je l'ai écrit pendant le confinement, le premier confinement, et la question c'était de me dire, est-ce que j'inclus le Covid dans mon histoire? Enfin, parce que d'un côté, si tu n'en parles pas, tu fais dérouler ton enquête, et puis on va te dire ah bah oui, mais c'est pas possible parce qu'on ne pouvait pas se voir pendant le Covid, etc., pendant le confinement. Et puis d'un autre côté, le mettre, ça peut aussi saouler les gens. Donc voilà. Du coup, je l'ai utilisé un petit peu, mais ça me sert en fait, ça me sert dans ma narration. Ça me donne même presque des billes supplémentaires sans que ça me gêne complètement. Et puis voilà, c'est pas un bouquin sur le Covid, mais j'étais un peu obligé d'en parler pour situer l'histoire. Et justement, il y a une question intéressante de Joël qui me dit: que penses-tu de l'utilisation des flashbacks par rapport à ce que tu disais tout à l'heure avec par exemple un personnage de 60 ans hein, donc, qui revient dans les années 80 voilà, donc que penses-tu de l'utilisation des flashbacks dans les romans en général? Bah, moi, je pense que c'est nécessaire, c'est formidable. Il y en a qui n'aiment pas hein, les flashbacks, mais moi, je pense que je l'ai utilisé dans tous mes romans. Absolument tous mes romans. Il y a des flashbacks parce que le flashback me permet d'expliciter le présent en montrant ce qui s'est passé dans le passé, justement. Et j'avance comme ça par petites touches entre présent et passé. Et j'ajoute à chaque fois, justement, des petits indices supplémentaires dans ces flashbacks-là. Donc, pour moi, c'est archi nécessaire. Et est-ce que tu fais appel à des bêta-lecteurs? Ouais, j'ai une petite équipe assez restreinte, une dizaine de personnes qui sont des proches autour de moi ou certains lecteurs que j'ai connus via les réseaux sociaux et qui me suivent comme ça depuis le début. Donc c'est toujours intéressant ça. D'accord. Je salue Rim de Bervouy qui vient d'arriver. Donc bonsoir Rim, Geneviève de Montenon qui est là aussi. Bonsoir à tous. Donc on rappelle hein, que dans le cadre du mois Redactive Édition, hein, donc une maison d'édition qui est mise à l'honneur sur l'ensemble du mois de février. Donc on reçoit donc Sébastien Théveny qui a écrit donc Trouble Jeu et Le voisin d'en face, qui sont réédités aux éditions Redactive. Donc voilà, bienvenue à vous et merci à tous. Il y a Rim qui nous dit: j'ai bien aussi aimé les flashbacks dans mes romans. Voilà. Ouais. Et il y a Clara qui te remercie pour tes réponses. Voilà. Donc, je rappelle. Moi qui remercie pour ces questions. Voilà, merci à tous. Donc, je rappelle hein, qu'il y a un exemplaire broché dédicacé à gagner ce soir, hein, donc parmi Trouble Jeu ou Le voisin d'en face. Hein, donc, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions. Voilà, Sébastien est là pour ça. On a atteint pratiquement l'heure de live. Hein, donc, je pense que voilà, on a encore
10 minutes devant nous, si ça te convient, Sébastien. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Tu parlais tout à l'heure, je vois la question, du syndrome de la page blanche. Est-ce que tu l'as connu déjà? Eh bien, non. En vérité, je sais pas ce que c'est. Et pourtant, c'est ce qui arrive à mon personnage dans Rumeur, puisque c'est un écrivain un peu raté qui a jamais vraiment réussi à percer et qui se retrouve devant la page blanche. Et voilà, c'est ça qui va l'amener dans un village de Normandie et il va tomber sur une enquête. Mais moi, en fait, j'ai juste une petite astuce pour ne pas être coincé par ce syndrome-là. C'est que souvent, j'ai plusieurs romans en cours en même temps. Donc j'en ai parfois 2 ou 3 qui sont commencés, ce qui me permet, lorsque je bloque justement dans l'intrigue de l'un, de pouvoir sauter sur l'autre. Et souvent, ils sont assez différents, donc je ne m'y perds pas avec mes personnages, je ne m'y perds pas dans les histoires, puisqu'il va y avoir en général un suspense, une romance et puis un feel-good en même temps, quoi. Voilà, ou la comédie policière que j'évoquais tout à l'heure, par exemple. Et justement, on le disait tout à l'heure, tu as écrit plusieurs romans, on revoit le visuel là, tu as écrit Un frère de trop, 30 secondes avant de mourir, Rumeur, Trouble jeu, enfin voilà, il y en a plein, hein, des poésies. S'il y en a un que tu devrais citer, voilà, un roman sur lequel tu es le plus fier, ça serait lequel? Ah, c'est difficile, hein, c'est comme dire lequel de tes enfants tu préfères, quoi. Parce que c'est tous un peu mes bébés. Alors je suis forcément très fier de Trouble jeu, parce que c'est le premier, et parce que ça signifie plein de choses. Un premier roman, ça veut dire la possibilité d'y croire un peu. C'est les tout premiers contacts avec les tout premiers lecteurs, et puis voilà, puis il y a une histoire en plus avec Maëlys sur cette histoire, sur ce roman-là, donc c'est une histoire qui date de plusieurs années, donc je suis très fier de celui-là. Je suis fier aussi du Voisin d'en face, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est celui que j'ai presque aimé le plus écrire, qui était le plus facile pour moi à écrire. J'aime beaucoup Rumeur, évidemment. Je suis assez fier de celui-là parce que aussi, voilà, il a reçu le prix là, au mois d'octobre du Polar. Donc, puis je suis très fier d'Un frère de trop parce que c'est mon best-seller, c'est celui par qui tout a vraiment commencé, la grande aventure pour moi. Donc voilà, Meurtre au champagne, je suis très fier parce que c'est un hommage à ma région d'origine, la Champagne, à mon père qui était viticulteur, mon grand-père. Donc j'y ai mis beaucoup de cœur. Je suis très fier de 8 minutes de soleil en plus parce que c'est le personnage de Jules qui, voilà, j'adore et qui touche beaucoup de monde, voilà, qui a obtenu des prix lui aussi, hein, ce bouquin, avec Amazon Prime, etc. Enfin, c'est chouette. Donc ouais, je les aime tous, quoi. Je les aime tous. Merci. Rim qui nous dit: ah mince, je suis plus qu'en retard. Écoute, Rim, c'est pas grave, hein, je rappelle que les rediffusions sont disponibles sur ma chaîne YouTube Les Lectures de Florian Alain. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les alertes lorsque les lives commencent et quand les rediffusions sont disponibles. Et il y a Tali qui nous dit: est-ce que tu te sentirais capable de traduire ton ou tes livres en espagnol? Non, non, même si l'espagnol est ma deuxième langue, je me risquerais pas à le traduire moi-même. Ça serait pas, voilà, c'est entre l'espagnol que je parle, voilà, l'espagnol parlé. Je lis hein, énormément de romans en espagnol aussi. J'adore les auteurs espagnols en VO, mais le faire dans ce sens-là, je le ferai pas. Par contre, j'en ai qui sont en train de se traduire en espagnol. Ouais. D'accord. J'en ai qui sont déjà en anglais, j'en ai qui sont en allemand. Trouble jeu, je l'ai en allemand. Je l'aurai bientôt en italien aussi. Voilà, j'ai des. D'accord, donc Ouais. c'est mondial maintenant. Tu es un auteur. Ouais, un petit peu, ouais, un petit peu. Justement, il y a Malice qui nous dit: comment te sens-tu dans l'univers des auteurs? Comment je me sens dans l'univers des auteurs? Je me sens pas mal hein, quand même. Et je me sens bien dans l'auto-édition finalement, parce que ça me donne de la liberté, parce que je sens quand même une certaine entraide. Il y a quelque chose, quand même, une certaine famille de l'auto-édition, même s'il y en a qui font leur truc dans leur coin, il y en a d'autres aussi qui sont envieux, jaloux de la réussite des uns. Voilà, je me suis tout de suite senti bien entouré dans l'auto-édition. Et puis, comment ne pas se sentir bien aussi chez Redactive,
où là on est dans l'édition traditionnelle, mais une petite maison à taille humaine, amicale. Voilà, on est un super groupe d'auteurs et ça se passe super bien. Donc ça, c'est génial. Ouais, bien C'est sûr. des petites équipes comme ça, des petites maisons où on se sent vraiment à sa place, on se sent un auteur, on se sent à l'égal de tous, contrairement à d'autres grandes maisons d'édition où parfois on est un peu un titre de plus dans un catalogue, quoi, dans un vaste catalogue. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on a eu déjà quelques auteurs de rédactifs qui sont passés, et c'est vrai que c'est ce qu'on a tendance à dire et à le voir, c'est que vous n'êtes pas qu'une famille d'une maison d'édition, vous êtes Mm. des amis, on voit vraiment qu'il y a une très bonne entente, et je remercie encore Maëlys de nous donner l'occasion de présenter cette maison d'édition. Et justement, il y a pas mal de commentaires. Donc, bon, il y a Bibiche, je remercie, qui dit bon courage Flo et bisous. Donc, merci à vous, Bibiche, d'être passé. Letilek qui nous dit vous êtes un auteur prolifique à qui l'auto-édition réussit. Pourquoi avoir fait le choix de passer par une maison d'édition? Est-ce qu'il y a d'autres livres à venir avec Redactive? Alors, oui, je suis un auteur à succès en auto-édition, c'est vrai. Par contre, il y a quand même plein de lecteurs qui ne lisent pas des auto-édités et qui n'achètent pas sur Amazon ou qui ne lisent pas en électronique. Donc c'est quand même assez sympa de pouvoir être en librairie, être accessible en librairie, ne serait-ce que sur commande. Voilà, et donc c'est le cas avec Redactive, bien sûr. Et puis, en fait, Trouble Jeu, comme je disais, et Maïlis et Redactive, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que à la base, Maïlis, quand je l'ai connu, par personne interposée dans notre cercle restreint, Maïlis était écrivain public à l'époque et puis rédactrice pour les autres. Voilà, donc, et elle a lu Trouble Jeu, elle a adoré, elle me l'a corrigé et elle m'a trouvé en fait mon éditeur de l'époque, qui s'appelait Frédéric Douin. Frédéric Douin, qui est un passionné, que tu devrais inviter un jour d'ailleurs, Frédéric. Il est génial ce mec. Euh, il est passé récemment sur M6 à l'émission là où il y a des gens qui investissent dans ta boîte là. Oui, Et voilà. Et recherche le entre. gars, Oui. hein? Et le Recherche, gars, oui, je vois, oui. ouais, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais et il a présenté son truc d'une façon très émouvante. Et c'est un ancien libraire en livres anciens qui avait sa boutique et qui a un stock en fait de livres anciens, des trucs de collection, des trucs de malade. Enfin bref, c'est un passionné, quoi, un passionné de bouquins. Et quand il a découvert à son tour Trouble Jeu, je l'ai sorti chez lui aux éditions Douin en 2016. Donc grâce à Maëlys, j'ai eu ce premier pas dans l'édition. Ensuite, j'ai sorti Un frère de trop en auto-édition. J'ai tenté le coup. Ça a fonctionné à mort. Et après, j'ai récupéré aussi mes droits à Trouble Jeu en auto-édition. Et quand j'ai su que Maëlys avait créé Redactive, je me suis dit, écoute, je vais te donner mes droits sur Trouble Jeu, parce que en fait, c'est un peu un retour d'ascenseur. Je m'étais fait un petit nom dans l'auto-édition. Je me suis dit, ça pourrait aider cette petite maison à se lancer, Redactive. Donc voilà, ça a commencé comme ça. C'est un retour d'ascenseur très, très amical avec beaucoup de tendresse pour Maëlys, pour ce qu'elle a fait pour moi. Donc je lui ai renvoyé un petit peu l'ascenseur. Eh ben, écoute, merci beaucoup Sébastien. Et on rappelle, c'est Maëlys Père, donc directrice de production chez Redactive, sera avec nous le 26 février prochain. Frédéric qui nous demande, bon, j'imagine que je pense connaître la réponse, mais qui nous demande, aimeriez-vous que vos romans soient adaptés au cinéma? C'est toujours, ça peut toujours être sympa, effectivement. J'avais gagné avec 8 minutes de soleil en plus le prix, j'étais lauréat mondial du prix Amazon Prime Video en 2020. Et à ce titre, j'ai signé un contrat d'option audiovisuelle avec Amazon Studio à Los Angeles pour mettre en place, pour adapter peut-être sur Prime Video, en série ou en film, ce 8 minutes de soleil en plus. Bon, finalement, ça ne se fera pas. Ils ont renoncé à leur option. Mais voilà, là, je suis en discussion avec une autre personne qui est étudiante en cinéma actuellement
et qui a déjà réalisé un court-métrage et qui voilà, a lu 8 minutes. Voilà, peut-être qu'un jour, ça se fera. D'accord. Il y a Courant qui demande, le voisin d'en face est-il en librairie? Alors effectivement, moi je rebondis en disant, où est-ce qu'on peut trouver en général tes romans? Eh bien, tous ceux qui sont... Enfin, on peut trouver tous mes romans en librairie, oui, quasiment tous. On peut les demander, hein, on peut les commander à son libraire. Ils ne sont pas forcément dans les rayonnages, mais notamment le voisin d'en face, il n'y a aucun problème. Il faut aller voir son libraire, lui dire, il y a ce voisin d'en face, là, Sébastien Temny, chez Redactive, et il va vous le trouver, il n'y a pas de problème. Voilà, donc dans toutes les librairies. Puis on le Ouais. rappelle aussi qu'on peut voilà, aller voir sur le site de Redactive, tous les auteurs y sont référencés, donc Également. vraiment ne pas hésiter. Mm. Tali nous demande, as-tu une anecdote livresse à nous raconter? Alors chaque auteur qui est passé là, c'est vrai, nous a raconté une petite anecdote entre ceux qui sont abonnés sur les autoroutes, ceux qui se font enlever leur femme. Toi, quelle est ton anecdote? Alors, quelle anecdote? Je raconte souvent celle-là parce que je l'aime bien. J'étais sur un salon en train de dédicacer. À l'époque, je n'avais pas encore beaucoup de bouquins, mais j'avais un frère de trop déjà. Et puis là, je vois passer une autre auteure. Il n'y avait personne sur le salon, c'était mort, il n'y avait pas un chat. Donc les auteurs se baladaient dans les allées. Et je voyais avec son badge, donc elle était auteure aussi. Une vieille nana, voilà, je ne sais pas ce qu'elle a, elle a fait un roman sur son chat ou j'en sais rien. Enfin, bref, elle passe devant mon bouquin, puis elle me dit, mais un frère de trop, là, il dit, mais c'est... elle me dit genre, mais c'est horrible ce titre et tout. Elle dit, vous avez un frère? Bah, je dis, ouais, j'ai un frère, ouais. Pourquoi? Bah, elle dit, mais il doit. Qu'est-ce qu'il en pense? Enfin, il doit être choqué, tout ça. Bah, je lui dis, oui, enfin, bon, bah, mon frère a lu mon bouquin, il a adoré, enfin, et puis il n'est pas de trop, hein, ça va, je veux dire, c'est. En fait, elle s'est dit, c'est une autobiographie ou quoi, une biographie de son frère. Enfin, donc, mais je lui dis, c'est pas parce que je fais un titre comme ça que j'en veux à mon frangin. De même que c'est pas parce que vous écrivez des thrillers que nécessairement vous êtes obligé de trucider des gens dans la rue pour voir comment ça fait d'écrire une scène où il y a quelqu'un qui poignarde un autre. Enfin, voilà, il faut un peu se détacher de la fiction et de la réalité. Il faut faire la part des choses. Mais elle est partie comme ça, furax, en disant ah non, mais quand même, non, c'est pas bien ça de faire ça. Pas... Bon, bah d'accord. D'accord, bah, écoute, bah, merci à Et toi. le pire, c'est que ça venait de la part d'une auteure. C'est ça Oui, qui est encore. elle n'a pas fait le rapprochement. Bah ouais. Bah, écoute, bah, merci à toi pour cette anecdote. Et il y a Maëlys qui te remercie infiniment. Voilà, je t'en suis infiniment reconnaissante par rapport aux mots que tu as tenus tout à l'heure. Donc, voilà, encore une fois, merci. Rim qui nous dit, par rapport à ce que tu disais là, est-ce que tu penses ou aimerais-tu rééditer tous tes livres en maison d'édition? Bonne question. Moi, je suis prêt à faire tous mes bouquins dans cette magnifique version poche de chez Redactive. Hein. Il n'y a pas de problème. Maëlys, elle le sait. Après, bah, j'en ai d'autres qui. Là, j'ai 30 secondes avant de mourir qui va être chez un éditeur. Voilà, une autre petite maison d'édition aussi qui m'a contacté. J'ai trouvé leur univers vraiment décalé, un peu. Il y a quelque chose qui se passe avec cette maison-là aussi. Donc, une sortie qui est prévue début mars. Une réédition voilà, de 30 secondes avant de mourir. Un truc assez sympa. Et sinon, les autres, non, de mémoire, je les ai encore en auto-édition. Après, moi, j'ai vécu l'édition traditionnelle avec Michel Lafon, grosse maison, voilà, bon, ça n'a pas été comme je voulais. Moi, j'ai la chance aujourd'hui que l'auto-édition elle me fasse vivre. Donc, j'ai un peu moins, si tu veux, c'est un peu moins le miroir aux alouettes. Voilà, dans ma tête, tout le monde, tous les auto-édités, un jour ont envie d'être signés chez une maison d'édition, d'être voilà, connus, reconnus dans toutes les librairies, etc. Bon, en vérité, sur des centaines et des centaines d'auto-édités qui sont passés comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui aujourd'hui fonctionnent archi bien comme ça. Tout le monde n'est pas Virginie Grimaldi ou Aurélie Valogne ou voilà, tous ces gens qui ont pu démarrer en auto-édition et qui ont cartonné derrière. Bon, il y en a encore, mais c'est pas si simple. Donc aujourd'hui, une maison d'édition qui vient me chercher, il faut qu'elle me donne des arguments.
Des garanties, effectivement. Bah, merci à toi. Écoute, on vient d'atteindre depuis plus de 5 minutes, les 45 minutes de live. Donc, en tout cas, merci à toi d'être venu nous parler de ton univers livresque. Je rappelle que tu es venu nous parler de ton roman Trouble Jeu, ainsi que Le voisin d'en face aux éditions Rédactive, qu'il y a bien entendu un exemplaire parmi les deux à gagner par tirage au sort. Donc, n'hésitez pas à… Voilà, donc parmi tous ceux qui ont posé une question, qui ont réagi, qui ont mis un petit pouce, un petit cœur, voilà, vraiment, vous allez être tiré au sort. Le nom du gagnant sera connu lors de la rediffusion du live, pardon. Écoute, Sébastien, je vais te laisser le mot de la fin, en te remerciant une nouvelle fois d'être venu. Voilà, et puis ensuite, je rappellerai aux chers lecteurs qui c'est qui viendra nous voir samedi soir. Eh ben, le mot de la fin, souvent dans un roman, c'est fin, F-I-N. Mais là, vu qu'il est 20h, c'est plutôt F-I-M, parce que je commence à avoir un peu les crocs. Et j'ai mon atelier d'écriture dans une demi-heure, là, que j'anime justement depuis 2015. Et c'est cet atelier d'écriture qui m'avait redonné le goût de l'écriture et l'envie de retravailler Trouble Jeu à l'époque. Donc voilà, c'est un exercice très, très, très sympa. Et puis merci bien sûr de cet accueil, très sympa de nous laisser la parole à Rédactive, à tous les auteurs durant ce mois de février. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de papoter avec toi et puis de répondre aux questions des lecteurs. Eh ben, écoute, merci à toi. Donc, c'est avec ces mots que nous allons nous quitter. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Merci à toi, Sébastien. Prends énormément soin de toi. Et puis, voilà. Donc, on se dit tous, chers amis. Donc, on se donne rendez-vous au prochain live, donc samedi soir, où ce sera donc Céline Tillier qui viendra donc nous parler de son roman Aïe Simon, qui est son premier roman chez Rédactive. Voilà. Donc, elle viendra donc nous le présenter ce samedi à 18h. Donc, en attendant, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de votre famille, lisez des livres, allez faire un tour sur le site de Rédactive, allez aimer la page, allez voir la page des auteurs. Il y a vraiment de belles choses à découvrir. Et on se dit donc à samedi. Voilà, merci encore à toi Sébastien.